Dans cette partie, on essaye de mener le même raisonnement que celui que nous avons conduit sur la moyenne d'échantillons, mais cette fois-ci sur la variance d'échantillons, c'est-à-dire qu'on se place dans cette situation où on prélève de manière répétée des échantillons dans une population, et sur chacun de ces échantillons de taille limitée, c'est la définition même d'un échantillon, on calcule la variance et non plus la moyenne. On va la noter S carré en minuscule, cette variance, on a donc S1 carré, S2 carré, et ainsi de suite pour P échantillons. Et les remarques qu'on peut se faire dans cette situation sont exactement les mêmes que celles que nous avons faites sur la moyenne d'échantillons. C'est que premièrement, la variance d'échantillons n'est pas la même que la variance de population. On peut le constater même à l'échelle d'un seul échantillon, on se rend compte immédiatement quand on simule que ce n'est pas la même valeur que la variance de population. C'est le principe de ce que nous avons appelé l'erreur d'échantillonnage. Et par conséquent, lorsqu'on répète cette opération d'échantillonnage, on constate également que les variances d'échantillon à échantillon, ne sont évidemment pas les mêmes. Donc, ce phénomène justifie qu'on puisse écrire désormais la variance sous la forme grand S carré, tout comme nous l'avons fait pour x bar, en l'écrivant grand x bar pour désigner le fait qu'il s'agit d'une variable aléatoire qui peut prendre plusieurs valeurs. Nous l'écrivons également en majuscule, que cette variance, grand S carré, représente le fait qu'il s'agit non pas d'un nombre, mais d'une potentialité de nombre, d'une distribution potentielle de valeurs. Pour comprendre ce phénomène, et pour être capable de modéliser la distribution de ces indices que sont les variances, tout comme nous l'avons fait pour la moyenne, on a besoin de faire un petit détour sur la manière de calculer la variance elle-même. Au fond, vous connaissez bien la formule de la variance, elle a été vue par vous dans les années précédentes. Le principe de la variance, comme vous le savez, c'est de regarder au fond comment des observations sont numériquement différentes entre elles. À vrai dire, on ne calcule pas toutes les différences par paire sur les observations qu'on fait, on le fait de manière un petit peu indirecte en calculant la façon dont chaque observation s'écarte de leur moyenne collective, mais ce qui revient exactement au même, c'est un indice qui est égal à 0 quand toutes les valeurs sont égales, car elles sont alors toutes égales à leur valeur moyenne qui est unique, et qui est d'autant plus grand que les valeurs s'écartent les unes des autres et par conséquent s'écartent aussi de leur moyenne. C'est ça tout le principe de la variance. Mais on peut calculer cette variance en regardant comment chaque observation xi s'écarte de la moyenne vraie mu de population. Accessoirement, il se trouve qu'on calcule non pas les écarts absolus ou les écarts bruts, mais les écarts au carré, ce qui permet d'obtenir une valeur numérique équivalente pour un écart positif ou un écart négatif. Cette statistique sert à évaluer globalement toute forme de dispersion ou de variabilité, sans égard pour le signe ou pour le sens de cette différence. Donc le carré est là en quelque sorte pour neutraliser cet aspect. On fait donc la somme des écarts à la moyenne, tout ça élevé au carré, divisé par n pour obtenir une valeur moyenne d'écart carré à la moyenne. La variance n'est pas autre chose que la moyenne des écarts carrés à la moyenne. Gardez à l'esprit que simplement ce que ça mesure, c'est la façon dont les valeurs sont différentes les unes des autres avec cet indice particulier. Le problème de cette première formule, c'est qu'elle est assez abstraite, elle est définitoire, mais elle est assez abstraite pour une raison simple, c'est que mu est dans la plupart des cas, la moyenne vraie du phénomène qu'on étudie, du phénomène naturel ou du comportement qu'on étudie, est dans la plupart des cas inconnue. Donc on est souvent condamné à utiliser une formule approximative, que pour les besoins de l'exposé, je vais ici distinguer dans l'écriture en appelant la première S carré mu et la deuxième S carré indice x bar, pour qu'on voit bien que ce n'est pas la même chose. Où cette fois-ci, on calcule la somme des carrés d'écart, non pas par rapport à mu, mais par rapport à la seule chose qu'on peut en vérité connaître de la moyenne du phénomène, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon que nous avons sous la main, les quelques données que nous avons sous la main, x bar. On l'écrit toutefois en majuscule pour bien représenter le fait que nous avons conscience que dans ce calcul, la valeur de x bar que nous prendrons est locale, propre à l'échantillon, mais qu'elle aurait pu prendre une autre valeur, il s'agit bien d'une variable aléatoire. Et ça, c'est un point clé. C'est un point clé parce que du coup, la réflexion que nous allons mener sur la variance, eh bien, et le calcul que nous cherchons à faire de la variance est dépendant de cette statistique moyenne que nous utilisons ici comme un pis-aller, comme une estimation pauvre de la valeur vraie mu que nous ignorons. Ce qui signifie que la variance d'échantillon, S carré x bar, est un indice qui va souffrir en quelque sorte d'une double erreur d'échantillonnage. D'une part, l'erreur de base, qui est le fait qu'on cherche à la calculer sur un petit nombre d'observations, grand N ici, mais également le fait que nous la calculons par rapport à un premier indice qui lui-même est soumis à sa propre erreur d'échantillonnage, une forme de puissance supplémentaire de l'erreur en quelque sorte. Alors il faut qu'on apprenne dans cette partie à comprendre ce que ça change, que de remplacer mu par x bar. Vous allez voir que ce n'est pas trivial,
et qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir avancer dans des statistiques plus approfondies. En tout cas, quelle que soit la forme que nous allons utiliser, ce que nous cherchons à comprendre, c'est la distribution de cette statistique d'échantillon, qui est S carré, que ce soit S carré mu ou S carré X bar. Et ce que nous aimerions, dans l'absolu, c'est, bien que nous sachions que l'estimation sur un échantillon ne soit pas égale, bien sûr, à la vraie valeur de variance dans la population, nous aimerions que, en moyenne, S carré soit égal à sigma carré. Comprenez bien la différence entre dire que S carré serait égal à sigma carré, nous savons bien que ça n'est pas le cas, il y a erreur d'échantillonnage, et puis de dire que, en moyenne, S carré est égal à sigma carré, ça veut dire que la distribution des S carrés tournerait, serait centrée sur la vraie valeur de variance, et ça c'est une propriété plutôt désirable, on dirait que la variance n'a pas de biais, elle n'est pas biaisée, en moyenne elle tourne bien autour de la vraie valeur. C'est ce que nous regardons dans l'atelier qui suit. Dans cet atelier, en fait on simule très exactement ce qui se trouve dessiné en introduction, c'est-à-dire on tire 500 échantillons, chacun de taille 10 observations, pour l'instant c'est une taille plutôt limitée, 500 échantillons de taille 10, donc on échantillonne de manière répétée, et sur chacun de ces échantillons, on calcule une variance, S carré. Dans un premier temps, on va calculer cette variance avec la moyenne vraie, ça va être la première formule, avec la moyenne vraie mu, on va regarder ce qui se passe. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe, eh bien, vous avez un petit indicateur numérique ici en surimpression sur le graphique qui vous donne la valeur numérique de la position centrale de cette distribution. Donc là, la distribution en bleu qui est représentée sur le graphique, c'est simplement les valeurs de la variance qu'on a obtenues, les 500 valeurs de la variance qu'on a obtenues, la manière dont elles se distribuent, le long de l'axe ici qui est représenté par les valeurs potentielles de variance, on voit comment se distribuent les valeurs de la variance. La première remarque qu'on peut faire, quand on étudie la distribution de variance empirique, comme c'est le cas ici, c'est d'ailleurs la première question qu'on vous pose, c'est que cette distribution a l'air dissymétrique. On dit dissymétrique à gauche, car les densités sont plus élevées ici à gauche, ou encore on dit, c'est un autre vocabulaire, étalé vers la droite. C'est une autre manière de parler. Et on peut en prendre la mesure par opposition avec la loi normale que vous connaissez maintenant, et qui est une loi, comme vous le savez, parfaitement symétrique. On peut prendre la mesure de la différence de forme qui existe entre cette distribution qui semble apparaître ici et la loi normale, en provoquant la surimpression de la loi normale. Vous avez ici une option graphique pour ça. Et vous allez voir que quand on superpose la loi normale qui est la plus proche possible de la distribution qu'on a ici, eh bien on constate que les bâtons à gauche sont assez systématiquement au-dessus de cette courbe, tandis que les bâtons à droite sont en dessous de cette courbe, et vous verriez ce schéma apparaître même en cliquant de manière répétée ici sur le bouton tiré. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que la distribution des variances semble être dissymétrique. Si on avait quelque espoir de qualifier ou de décrire cette distribution par une loi normale, ils sont assez vite découragés. On a des raisons sérieuses de penser que cette distribution, quelle que soit la forme pure que nous allons chercher pour elle, on a des raisons de penser que cette distribution doit être symétrique, ne serait-ce qu'en raisonnant, à cause du fait que les variances sont nécessairement positives. Une variance n'est pas autre chose qu'une somme de carrés, une somme de nombres positifs par conséquent, plus exactement une moyenne de nombres positifs, donc c'est systématiquement supérieur à 0. Vous le voyez, il n'y aura jamais aucune valeur de variance en dessous de 0 sur l'axe horizontal. Donc ça peut aider à comprendre pourquoi en effet la distribution va avoir tendance, en particulier lorsqu'il y a peu d'observations par échantillon, à s'écraser ici sur la borne naturelle à gauche qu'est 0 pour cette statistique. Donc ici on va dire la chose suivante, certainement pas, elle ne ressemble pas à une loi normale cette distribution, elle n'est pas bimodale, il n'y a pas deux pics de densité, elle n'est pas uniforme, il y a bien par contre un mode qui apparaît, mais elle est dissymétrique par nature, c'est ce qu'on croit deviner en tout cas ici. Quelle est la limite inférieure théorique de cette distribution? Nous venons de le dire, les variances sont des valeurs qui sont systématiquement positives, donc la limite à gauche est nécessairement 0, bien entendu. Pourquoi avons-nous cette limite inférieure? Parce que la variance ne peut être que positive, ça va de soi. Maintenant, en laissant cocher toujours cette option de variance calculée avec la moyenne vraie, donc la formule S carré mu, si on clique plusieurs fois sur le bouton tirer, on essaye de regarder, en guettant l'affichage numérique qui se trouve ici en haut à droite du graphique, on essaye de regarder quelle est la valeur centrale qu'on peut deviner derrière un échantillonnage répété dans cette population de variance. Et si vous regardez bien, vous verrez que les valeurs de moyenne sur ces variances, les valeurs centrales sur ces variances que nous obtenons, tournent autour de la valeur 1.
un peu au-dessus, un peu au-dessous selon les cas. Et il faut garder à l'esprit pour comprendre cela que pour les besoins de cet atelier, ce que nous avons fait, c'est de tirer des données dans une population qui est de loi normale, de moyenne 0 et d'écart type 1, autrement dit, de variance 1. Ça signifie que dans cet atelier, la vraie variance de population, sigma carré, est très exactement égale à 1. C'est un bon repère pour nous. Et maintenant, nous regardons comment les valeurs de S carré, c'est-à-dire la variance estimée sur les échantillons possibles dans cette population, se distribuent, et nous constatons qu'en fait, cet indicateur de variance pourtant erroné, puisque basé sur un échantillon, il ne se comporte pas si mal que ça. En moyenne, au gré des échantillons que je peux tirer à l'intérieur, en moyenne, la variance, la distribution des variances, en moyenne, tourne autour de la valeur 1. Des fois un peu en dessous, des fois un peu au-dessus. Ok. Donc, la valeur 1 semble être la valeur centrale, ce qui tend à suggérer, bien sûr ça se démontre et vous en trouverez la démonstration dans le manuel de cours, ce qui tend à suggérer que cette première formule de variance est une formule non biaisée, c'est-à-dire que son espérance correspond à la vraie valeur de la variance dans la population. Maintenant, on va changer de manière de calculer la variance. On va calculer la variance avec x bar. On va prendre en compte le fait que dans la plupart des situations, nous ne connaissons pas la vraie valeur de la variance du phénomène étudié, et on est souvent condamné, la vraie valeur de la moyenne, pardon, du phénomène étudié, donc on est souvent condamné à calculer cette moyenne sur l'échantillon lui-même, c'est-à-dire x bar. Donc nous allons calculer désormais notre variance avec la moyenne estimée x bar. Et on va regarder ce qui se passe. On laisse notre taille d'échantillon à 10 et on clique plusieurs fois sur le bouton tirer. Regardez bien ce qui se passe. Cette fois-ci, vous voyez mieux apparaître deux indicateurs de position qui sont présents sur le graphique. Un trait orange continu qui correspond à la vraie valeur de la variance dans la population, c'est-à-dire 1. Et puis un trait pointillé qui vient indiquer la moyenne de la distribution des variances d'échantillons que nous obtenons avec cette formule. Jusqu'à présent, on ne les voyait pas très bien se distinguer, parce qu'ils étaient assez largement superposés, et pour cause, la première variance n'a pas l'air d'être biaisée. Mais cette fois-ci, assez systématiquement, si vous regardez bien, le trait pointillé vertical a l'air d'être à gauche du trait continu. Autrement dit, en moyenne, S carré x bar, notre variance d'échantillon estimée, a l'air d'être en dessous de la vraie valeur. Notre formule sous-estime la variance vraie, qu'ici nous connaissons par artifice de simulation, et donc on peut en juger, notre variance vraie a tendance en moyenne à être inférieure à ce qui existe dans la réalité de la population. Là on a l'impression que ça tourne autour d'une valeur, si vous regardez bien ici, des fois c'est un petit peu au-dessus, des fois c'est un petit peu en dessous, mais on a l'impression que ça tourne autour de 0,90, 0,9. Si on change la taille des échantillons, 5, et on sait par expérience que quand on diminue la taille d'un échantillon pour n'importe quelle statistique d'échantillon, ça tend à augmenter sa variabilité, donc on devrait avoir plus de dispersion sur les S carrés ici. Regardez ce qui se passe, cette fois-ci on a l'impression que notre distribution des variances a tendance à tourner cette fois-ci autour d'une autre valeur qui n'est plus 0,9, mais plus petite que ça. On a le sentiment des fois que c'est un peu en dessous, des fois un peu au-dessus de 0,8. 0,8. Pour l'instant, je ne commente pas le phénomène, mais on voit très clairement que la distribution des variances dépend de la taille des échantillons que nous avons. Si on fait la même petite opération, mais en augmentant cette fois-ci la taille de l'échantillon et en la réglant à 20, eh bien cette fois-ci, si on regarde bien, on peut avoir l'impression que, en moyenne, cette distribution des variances estimées, sur peu d'observations, sur 20 observations, en moyenne, elle a tendance à tourner autour de 0,95. Globalement, on a l'impression que si nos tailles d'échantillons sont plus grandes, alors le biais est moins fort. Le biais est moins fort et en moyenne, nos variances se rapprochent de la vraie valeur. Mais quand même, c'est toujours un peu systématiquement en dessous. On détecte que cette nouvelle manière d'estimer la variance, avec x bar, donne des valeurs qui sont systématiquement trop petites. Ici, 0,95. Et globalement, si on essaye de résumer ce qui se passe par une espèce de formule générale, on nous en propose ici 4, alors on va essayer d'en choisir une. Est-ce qu'en moyenne, notre variance estimée avec x bar tourne autour de sigma carré, c'est-à-dire la vraie variance de 1 dans cet exercice? Non, très clairement, le pointillé est presque systématiquement en dessous. Est-ce que le biais est égal à 0,05, c'est-à-dire qu'en moyenne, ça tournerait autour d'une valeur qui est égale à 1
moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Ça marche pas mal pour notre dernier exemple avec n égale 20, mais ça ne marcherait pas pour les autres exemples que nous avions testés, qui tournent par exemple autour de 0,8 ou 0,9, donc cette deuxième réponse est à exclure également. Est-ce que ça tournerait autour d'une valeur qui serait trop petite par rapport à sigma carré moins n sur 10, par exemple moins 5 sur 10, ou par exemple moins 10 sur 10, ça ferait 1 moins 1 égale 0. Non, nous n'avons pas vu nos variances tourner autour de 0 ou bien de 0,5. Cette formule n'a pas l'air de résumer le phénomène de biais que nous observons ici. Par conséquent, par exclusion, évidemment, on devine que c'est la dernière. On peut en effet résumer l'ensemble des cas que nous avons testés, et vous pourriez en tester d'autres, par le fait qu'en moyenne, les variances tournent autour d'une valeur qui est égale non pas à la vraie valeur de variance sigma carré, mais sigma carré moins sigma carré sur n, et on verrait cette formule en effet adéquatement représenter ce qui se passe pour n'importe quel exemple, et c'est cette formule que je voudrais commenter avec vous, car elle est fondamentale. Première chose que nous découvrons, c'est que en moyenne, la formule de la variance avec mu se comporte bien. Elle tourne autour de la valeur vraie sigma carré 1 dans notre exercice, mais finalement c'est un résultat de peu d'intérêt puisque nous serons amenés peu souvent à connaître la vraie valeur de mu qui lui sert de point central. Nous, ce que nous découvrons, c'est que quand on calcule la variance avec x bar, et c'est souvent la seule information que nous avons, alors elle est biaisée, et la valeur du biais est égale à sigma carré sur n. Elle est trop petite de sigma carré sur n, d'une quantité sigma carré sur n. Et on peut le comprendre de manière intuitive. Si vous êtes un peu curieux, vous irez voir la démonstration dans le manuel du cours qui explique pourquoi c'est très exactement sigma carré sur n, en effet, la valeur du biais, mais dans ce graphique, on vous explique pourquoi de manière intuitive. Au fond, vous voyez dans ce graphique la distribution de population. À l'intérieur de cette population, nous prélevons des échantillons répétés, E1, E2, E3, l'échantillon bleu, l'échantillon rouge, l'échantillon orange, chacun étant caractérisé par son x-bar. X-bar 1, x-bar 2, x-bar 3. Au fond, que faites-vous quand vous décidez de calculer la variance comme la somme des écarts entre chacun des points et la valeur centrale? Normalement, on devrait la calculer par rapport à mu, mais quand cette valeur mu centrale est inconnue, par dépit ou par défaut, nous choisissons de calculer les écarts entre chaque point et la moyenne de l'échantillon correspondant, figuré par ces triangles ici sur le graphique. Que faites-vous quand vous faites ça? Vous remplacez la valeur vraie centrale et unique par une valeur qui est fausse, qui est décalée par rapport à mu. X bar 1 est décalé par rapport à mu, par exemple, mais c'est le cas aussi de x bar 2, et c'est le cas aussi d'x bar 3. Vous décidez de remplacer la valeur vraie par une valeur dont vous savez qu'elle n'est pas la vraie valeur, et dont vous savez que ce x bar 1 là aurait fort pu être un autre x bar, par exemple ce x bar 2 et ce x bar 3 là. Nous savons que les x-bars ont leur propre incertitude, leur propre fluctuation, leur propre variabilité, et c'est très précisément cette variabilité que vous décidez d'ignorer en remplaçant mu par l'un seulement de ces x-bars. Du coup, on n'est pas très surpris de constater que, globalement, l'indice de variance calculé avec l'un des x-bars seulement, finalement fait disparaître une source de variabilité qui est très précisément la variabilité de x bar lui-même. C'est une forme d'incertitude qui porte sur x bar et que vous ignorez ou que vous méconnaissez, que vous ne pouvez pas mesurer lorsque vous prenez x bar comme point de repère. Autrement dit, la variabilité totale du phénomène que vous êtes en train de mesurer est une variabilité trop petite qui ne prend pas en compte l'incertitude sur x bar, qui remplace mu par erreur en quelque sorte, et on n'est alors pas surpris de constater qu'en effet, la variabilité totale que nous mesurons avec cette formule est égale à sigma carré moins sigma carré sur n, qui mesure très précisément la variabilité d'une moyenne, comme nous l'avons vu dans une partie antérieure. Du coup, nous allons apprendre à corriger le calcul de la variance. Puisque nous savons que nous serons souvent condamnés à utiliser cette formule avec x bar, essayons de voir si on ne peut pas la compenser, puisqu'elle est trop petite d'une quantité qui est systématique et que nous savons maintenant mesurer et quantifier. Essayons de compenser ce biais pour faire que, même avec cette formule, nous obtenions quelque chose qui, en espérance, tourne autour de sigma carré. Pour ça, je vous propose de réécrire la formule de la variance biaisée, c'est-à-dire sigma carré moins sigma carré sur n, sous une forme multiplicative plutôt. En mettant le sigma carré commun ici à gauche et à droite en facteur, qu'est-ce qu'on a? Sigma carré facteur de 1 moins 1 sur n.
Ou encore en remplaçant le 1 qui est en bleu ici par n divisé par n, c'est évidemment la même chose. On peut aussi écrire que c'est sigma carré multiplié par n-1 sur n. Au fond, cette formule veut dire que, en moyenne, notre formule de variance S carré nous donnera une valeur qui n'est pas égale à sigma carré, mais sigma carré multiplié par un nombre qui sera toujours plus petit que 1. n-1 sur n est toujours plus petit que 1, bien sûr. Du coup, ça nous donne l'idée de compenser en sens inverse cet estimateur de variance, c'est-à-dire au lieu de calculer S carré x bar, désormais, nous calculerons un S carré corrigé, je lui ai mis un petit tilde par-dessus pour qu'on le distingue, on va calculer un S carré tilde, c'est-à-dire un S carré modifié, on va l'appeler corrigé, qui se trouve multiplié par un facteur inverse. Là où le biais multiplicatif est de n-1 sur n, je décide de compenser ce biais par un facteur multiplicatif de n sur n-1, le biais inverse. Ça change un tout petit peu le calcul. Si on développe un peu l'expression de S carré x bar, on peut s'en apercevoir. En le multipliant par n sur n-1, on obtient ici une simplification possible, n en haut et n en bas, qui fait qu'au final, notre nouvelle formule de calcul de la variance devient simplement la somme des écarts carrés par rapport à x bar, mais cette fois-ci divisé par n-1. On pourrait presque avoir une interprétation un peu intuitive de ce calcul de formule, de cette formule de calcul de variance, qui dit la chose suivante, au fond, en remplaçant mu par x bar, quelque part, c'est comme si nous perdions une observation, la source de variabilité que représente en quelque sorte x bar elle-même, la moyenne elle-même que nous mettons ici comme un nombre fixe alors que c'est une variable aléatoire. C'est un peu comme si nous perdions une observation qui amène sa propre source de variabilité dans le calcul d'une variance ou dans le calcul d'une moyenne. Donc au fond, on n'est pas tellement surpris de constater qu'on divise par n-1, cette formule d'écart. Ça vient simplement prendre en compte en effet cette perte d'une observation virtuelle dont la variabilité n'est pas mise à contribution dans le calcul. Au final, quand on adopte cette nouvelle formule de calcul, on peut constater assez facilement, ici à titre de petit exercice, si je remonte dans la page avec le petit simulateur, et que je décide de calculer cette fois-ci la formule corrigée de la variance pour faire mes estimations, eh bien je vais constater qu'en effet, cette fois-ci, en tirant de manière répétée des échantillons, le trait vertical pointillé est pratiquement toujours superposé, des fois un tout petit peu à gauche, des fois un tout petit peu à droite, mais du trait vertical plein. Autrement dit, à l'erreur d'échantillonnage près, je découvre que cette nouvelle formule de la variance est en effet non biaisée, c'est-à-dire qu'en espérance, S carré tilde est égal à la vraie variance. Nous sommes donc arrivés à une formule de la variance concrète, facile à utiliser en pratique, qui s'appuie sur les seules données que nous avons sous la main, c'est-à-dire les données de l'échantillon, et qui n'est pas biaisée. Ce sera donc désormais le seul estimateur de variance que nous utiliserons.